Salam alaikum, Azul, bonsoir. On m'a rapporté qu'au plus fort du Hirak, avant que Bouteflika ne soit démissionné, un membre très important du régime est allé voir Saïd Bouteflika, le vrai patron à ce moment, pour le conjurer de renoncer au 5e mandat. Il lui avait dit, avec beaucoup de sollicitude, que son obstination était suicidaire, qu'il risquait de provoquer l'irréparable. Il lui avait affirmé que toutes les informations faisaient état d'une situation inextricable, qu'il était devenu quasiment impossible de faire passer ce 5e mandat, et que tout le régime était d'accord de le laisser, Saïd Bouteflika, choisir qui il voulait comme candidat. Et quand je dis candidat, j'entends le futur président, bien sûr. Saïd Bouteflika a refusé net. Il a répondu qu'il n'y avait qu'une seule option, celle du 5e mandat, même s'il fallait instaurer l'état d'urgence. Aujourd'hui, nous pouvons tous mesurer, avec le recul du temps, l'aveuglement de ceux qui sont à la tête de ce régime, leur incapacité d'évaluer les situations et d'opter pour l'attitude la moins périlleuse, y compris pour eux-mêmes. Nous en sommes aujourd'hui à la même situation et dans le même aveuglement suicidaire. Voici un régime qui a été sauvé in extremis par la pandémie, sans laquelle il aurait été mis bas s'il était doué du moindre bon sens, il aurait mis à profit ce répit pour lancer des passerelles, prendre langue avec les représentants les plus visibles de la contestation, installer des dynamiques de négociation pour aller vers une transition douce qui aurait pu lui permettre à ce régime de partir progressivement en négociant les conditions de son retrait. Au lieu de cela, ce régime entreprit de passer outre le plus grand boycott électoral jamais observé dans le pays, pour faire élire avec un taux ridicule un président sorti de la casquette des généraux. Ce régime n'a pas tenu compte ni de la prise de conscience de tout un peuple, ni de ses aspirations, ni de l'inéluctable retour du Hirak, ni de la méga-crise économique qui s'apprête, à Dieu ne plaise, à s'abattre sur le pays, ni sur le contexte international, ni même sur le risque que ces irresponsables initiatives font peser sur le pays et sur l'avenir du pays. Pire que cela, en guise de stratégie pour déstabiliser le mouvement citoyen qui le conteste, ce régime n'a trouvé comme principale alternative que la subversion et la discorde, puisqu'il a déployé une véritable opération pour semer la zizanie entre les Algériens, en inventant le fameux slogan de la Badissia Nofambaria, en opposant le 1er novembre au congrès de la Soumam, en attisant la haine des plus frustes contre le drapeau amazigh, dans le même moment que certains services distribuent des drapeaux amazigh. Vous avez bien entendu. Dans le même moment qu'ils stigmatisaient le port du drapeau amazigh, ces services distribuaient des cartons entiers de drapeaux amazigh. Et cerise sur le gâteau, un président de la République qui choisit la date du 20 août pour annoncer que la grande mosquée sera inaugurée le 1er novembre. Il aurait pu le faire un jour avant, le 19 août, ou un jour après, le 21 août.
Mais cela aurait été pour le régime de ne pas profiter de cette aubaine pour allumer les feux de la discorde entre Algériens, comme si le 1er novembre et le 20 août n'étaient pas des commémorations de tous les Algériens. Et il rentre, M. Tebboune, et ceux qui sont avec lui, de plein pied, délibérément, en zama stratège qui a lu le prince de Machiavel, pour utiliser le même cheval de guerre de certains extrémistes identitaires et idéologiques qui usent du congrès de la Soumam pour se faire à son tour, M. Tebboune, le champion du clan extrémiste adverse, celui des Nofambariya Badissia, où l'on voit cette dangereuse dérive qui use des commémorations historiques les plus chères aux Algériens pour les diviser en deux factions rivales, voire antagonistes. Des ferments de discorde pris en otage par des forces irresponsables dont nombreux activistes de l'un et de l'autre camp ne calculent pas la portée et les périls sur l'avenir même de la nation, sur la cohésion des Algériens, et qui ne saisissent pas ces agents involontaires d'une subversion en marche, cette intention chafouine de diviser leurs compatriotes. Mais M. Tebboune, façade visible du vrai pouvoir, ne craint pas de passer la dose prescrite. L'aubaine est trop bonne pour ne pas y recourir jusqu'au bout. D'où cette déclaration qu'il a annoncée de fixer la date du référendum pour son projet scélérat d'amendement à la Constitution au 1er novembre. Une association chafouine d'idées et une date chère aux Algériens qu'il exploite pour inciter les Algériens à se rendre au bureau de vote, un peu comme pour suggérer que c'est un soutien aux novembristes que d'aller voter ce jour. C'est dire toute l'attitude de ce régime. Voilà à quoi il en est réduit. Et voilà ce que sont ses stratégies pour arriver à ses fins. Se maintenir en divisant les Algériens. Faire passer ces mesures scélérates en attisant les feux de la discorde. Mais il n'y a pas que cela. À côté de toute cette subversion, le régime a compris que les échéances de la crise à venir se précipitent, que le Hirak va revenir très fort et qu'il va lui falloir resserrer les rangs, ses rangs, dans le même temps qu'il divise ceux du peuple. C'est cela qui explique le retour de l'État profond, comme on dit, cette pieuvre tentaculaire qui sait si bien manipuler les équilibres, le terrorisme pédagogique, la subversion. C'est ceci qui explique l'élargissement de certains généraux sécuritaires, le rempilage de certains de leurs figures les plus actives au sein même de la présidence, et les mesures d'amnistie qui se préparent pour permettre à ceux qui ont fui le pays ou qui sont incarcérés de revenir aux opérations, de rejoindre la mafiocratie qui n'a pas su gérer la crise sans eux. Fini la gaïdisation et ses méthodes contre-productives. Le temps est revenu pour le régime de la subversion pédagogique, le poignard effilé qui tranche au lieu de la massue grossière qui ne fait qu'assommer. Contrairement au discours lénifiant et exagérément rassurant de M. Tebboune, à la multitude, comme ils disent, le régime sait que la situation est critique, que les choses vont gravement dégénérer, que le naufrage est inéluctable. Il a compris, ce régime, que le moment était venu pour lui de ressouder ses rangs, de retrouver cette homogénéité et ce consensus au-delà des clivages de tous ses membres importants, et tout particulièrement de la nécessité de faire revenir le DRS, tout le DRS, dans toute sa composante,
le seul mécanisme, selon les spin doctors qui sont à la manœuvre, de déstabiliser le Hirak, de l'infiltrer, de le dévoyer et de le neutraliser. Une stratégie qui a déjà commencé et qui a fait ses preuves au sein du Hirak parisien. Et ce n'est qu'un début. Voici pourquoi le Hirak ne peut plus se permettre le luxe de rester sans tête et sans feuille de route. Voici pourquoi le peuple algérien a besoin, dans l'urgence, de resserrer ses rangs. Parce que face à un régime qui se reconstruit et qui s'apprête à mettre toutes ses forces dans la subversion, le peuple algérien n'a plus qu'un choix. Plus que jamais, être uni et disposer d'une direction. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك. Le référendum sur la Constitution fixé au 1er novembre, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Brahim Younsi, cadre MDA de 82 à 88, Idirun Noren, analyste politique, Tahar Khelfoun, universitaire et écrivain, et nous serons rejoints à la fin de l'émission par Lamine Ziden, représentant des travailleurs de Numilog à Bjeya. Alors, Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter de nouveau et je salue mon ami Idirun Noren et M. Tahar Khelfoun. Merci. Alors, Brahim Younsi, voilà donc que M. Tebboune, coup sur coup, nous annonce d'abord le jour du 20 août, nous annonce que l'inauguration de la Grande Mosquée aura lieu le 1er novembre. Et il nous annonce aussi que ce référendum aura lieu le 1er novembre aussi. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire comme réaction? D'abord, c'est de la manipulation. Le pouvoir illégitime, ne pouvant plus user d'injonctions, alors il tente de jouer l'influence, la mauvaise influence, c'est-à-dire la manipulation. Et il se livre de façon dangereuse d'ailleurs à la manipulation des consciences, parce qu'il use et il utilise des dates mémoire qui peuvent être conflictuelles, parce que là, les Algériens, me semble-t-il, je me trompe peut-être, ont des niveaux de représentation et des niveaux de référence. Les uns peuvent se référer à l'appel du 1er novembre 1954, exclusivement à l'appel du 1er novembre 1954, et c'est leur droit. D'autres peuvent se réfèrent à la plateforme de la Soumam du 20 août 1956, en dépit de ce qui s'est passé après. C'est leur droit. Le 22 février 2019 a donné une nouvelle lecture à tout cela. Les Algériens ne demandent pas l'application stricto sensu de l'appel du 1er novembre, me semble-t-il, et n'exigent pas l'application stricto sensu de la plateforme du 20 août 1956. Parce que la révolution marche
vers la souveraineté du peuple entier. Et c'est le peuple qui décidera dans un débat serein, dans un débat pacifique. Et d'ailleurs, il s'est livré pendant plus d'1 an à un débat pacifique, à des revendications communes, qu'ils soient entre guillemets novembristes ou qu'ils soient entre guillemets soumamistes. Je crois que le peuple algérien veut imposer sa propre souveraineté. Ou c'est la souveraineté de l'armée qui se poursuit, ou c'est la souveraineté du peuple qui s'impose. Or, je crois que les acteurs de la révolution veulent imposer, et ils l'imposeront, la souveraineté du peuple. Merci d'avoir accepté notre invitation, Idir. Je salue mes amis, Tahar Khelfoun et Brahim Younsi, que j'embrasse affectueusement. Alors, je suis tenté de vous poser la même question que je poserai aussi à Tahar. Oui, pour répondre à Brahim a parlé, j'ai quelques différences avec lui. Quand il parle du 22 février et qu'on pourra éventuellement mettre en perspective et discuter de manière sereine. Je pense qu'il faut rendre l'histoire à l'histoire. La vocation du congrès de la Soumam, en ce qui me concerne, avec les lectures que j'en ai faites, et tout simplement, c'est le passage d'une insurrection armée à une révolution. Parce que ça a été consacré, et c'est discutable, et c'est là où on peut rentrer dans le débat, à une révolution consacrée par, d'abord, la plateforme en elle-même et les résolutions. Mais il se trouve qu'au cours du CNRA du Caire de 57, celles-ci ont été mises à mal et Aben a été donc mis en minorité. Ça, c'est pour la petite histoire. Pour en revenir à M. Tebboune, dont on connaît les conditions et l'environnement qui a présidé à son élection, moi je ne pense pas qu'il ait la légalité, honnêtement, pour pouvoir entraîner le pays dans une nouvelle constitution. Vous avez très bien évoqué dans votre édito, M. Benchnouf, quand vous avez dit sur les dates symboles, la récupération de la mémoire, tel que l'a exprimé aussi mon ami Brahim Younsi. Mais là où je voudrais aller un peu plus loin, c'est que dans son entreprise de révision de la Constitution, alors que le peuple demande au mieux un processus constituant, et au pire, on va dire, parce que ça pourrait une assemblée constituante. Mais là où c'est dramatique, et je pense que c'est du mépris, pour la récupération déjà du 1er novembre, où il va inaugurer la mosquée, et parallèlement organiser le référendum. C'est qu'il veut mettre le référendum au même niveau que la déclaration du 1er novembre. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Oui. C'est ça où je pense que chaque Algérien qui aime son pays est novembriste par la déclaration de novembre. Et soumamien, en ce qui me concerne, en deuxième plan. Et il met la réforme de la Constitution au même niveau que la déclaration du 1er novembre. Vous imaginez la gabegie? Vous imaginez la condescendance, le mépris? Et c'est toutes ces questions-là. On ne peut plus rien laisser passer, M. Benchenou, vous savez. Et moi, la crainte que j'ai, c'est qu'avec cette récupération, vous savez, la société algérienne, elle est stratifiée. Il faudrait un ordre. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'avec ces décisions-là, inopportunes, alors qu'on sait tous que le consentement à une autorité quelconque est fonction, on va dire, de l'état du pays, de sa démocratie, des libertés et de l'état de droit. Or, c'est ma crainte, c'est que par ces attitudes, comme vous avez dit, contre-révolutionnaires, quelque part, on arrive à une rupture du consentement par rapport à ce qui est l'autorité. Donc, des dérapages sont à craindre. Tahar Khelfoun, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jamel et bonjour à Idir Ounoun et à Brahim Younsi et merci beaucoup de l'invitation. Merci. Alors, Tahar,
Même question que je vous pose que celle de nos deux autres invités. Oui, mais je reviendrai juste deux mots sur les symboles auxquels les Algériens, l'écrasante majorité des Algériens tiennent. C'est quasiment le 1er novembre 54, l'offensive du 20 août 1955, le congrès de la Soumane, et bien d'autres événements qui font la fierté du peuple algérien. Je crois que l'avantage et l'atout majeur qu'offre pour les Algériens le congrès de la Soumane, et je crois qu'il est important de le souligner, c'est le fait d'avoir doté le proto-État d'institutions. C'est-à-dire qu'il a donné au proto-État la première petite constitution algérienne. C'est la naissance de la première petite constitution provisoire de l'Algérie naissante. C'est-à-dire un CCE qui fait office du gouvernement et un CNRA avec les 34 membres de parlement. Et puis ensuite, le CCE s'est transformé en gouvernement provisoire à partir de 1958. Pourquoi c'est un atout majeur? C'est un atout majeur parce que ce n'est pas le courage qui a manqué aux Algériens. Ce ne sont pas les barreaux d'honneur qui ont manqué depuis 1830. Ce ne sont pas les insurrections et les guerres contre la colonisation qui ont manqué. Depuis l'insurrection de l'émir Abdelkader, qui a duré tout de même 17 ans, jusqu'à celle de Boubrela, et puis ensuite de Fadmel Soumer, en passant par Chouratoulé Tsilchir, et puis celle de Bouamema, de Marguerite en 1901-1902, jusqu'à celle de Belizma en 1916. C'est l'une des dernières insurrections que l'Algérie coloniale a connues. Mais tout ça a montré que les Algériens pouvaient résister. Il y avait des insurrections successives depuis 1830 jusqu'à 1916. Mais par contre, la grande faiblesse de ces insurrections, c'est qu'elles ne sont pas structurées, elles sont patriotiques, elles sont régionales, elles sont circonscrites dans des régions, mais elles ne sont pas nationales et il n'y avait pas d'organisation. Pour une organisation politique, pour justement permettre aux Algériens de mener une lutte efficace et pour arracher l'indépendance. C'est en cela que le congrès de la Soumane est très important. C'est-à-dire que c'est la première fois, quelles que soient les insuffisances, et les insuffisances, il y en a eu. Bien évidemment, lors du congrès, l'affaire de Melouza a fait l'objet d'un débat. Ça a été extrêmement critiqué. L'offensive de 55 a fait l'objet aussi d'un débat. Mais c'est une évaluation critique. Et c'est tout à fait normal que lors d'un congrès, que les congressistes fassent, si vous voulez, une analyse critique des actions qui ont été menées pour rectifier, parce que l'affaire de Melouza a été exploitée par, bien évidemment, la diplomatie française. L'offensive 55 a été exploitée à l'étranger. Ça a été effectivement, il y avait, si vous voulez, des critiques à l'endroit de ces deux actions qui ont été contre-productives sur le plan international, parce que la France et la diplomatie française a su exploiter pour dire, voilà, c'est du terrorisme, ils s'attaquent aux civils, ils ont massacré, le FLN est une organisation terroriste, etc. Alors, je crois que les Algériens, bien évidemment, tout le monde doit s'approprier et le 1er novembre 54 et le 20 août 55 et le 20 ou le 20 août 56, c'est-à-dire le congrès de la Soumane, et d'autres événements que l'Algérie a connus depuis 56. Donc la difficulté des Algériens pour faire nation tient au fait que, si vous voulez, que les individus et les institutions sont parfois incapables de s'approprier l'ensemble de la richesse historique, culturelle, etc. de ce pays. Il y a évidemment des critiques à faire au Congrès de la Soumane, mais ça a été fait. Ben Bella, Mercedes ont passé leur temps à un moment à faire un travail de ça par l'endroit. Il y a encore des restes. Il y a encore des effets extrêmement néfastes sur le travail qui a été fait par Ben Bella et Mercedes. Mais il faut reconnaître que c'est la première fois que les Algériens en lutte se sont dotés d'un proto-État et se sont donné une petite constitution qui a donné naissance à un gouvernement provisoire. Et ce gouvernement provisoire a su internationaliser la question algérienne sur le plan international. Je reviens juste d'un mot sur le référendum annoncé donc le 1er novembre 2020 pour réviser la Constitution. Et là, bien évidemment, Yad Ben Achour, le juriste tunisien, disait
littéralement de subjuguer par l'idée de constitution. C'est-à-dire que chaque fois que les régimes sont confrontés à des difficultés politiques, ils organisent un changement de constitution ou une révision. Alors, c'est le cas du Maroc. On se souvient que le Maroc, lors du Hirak, du soulèvement du 20 février 2011, le roi avait évidemment proposé la révision de la constitution en juillet, l'élection, etc. Alors, l'Algérie si vous voulez, l'Algérie ne fait pas exception à cette règle. Et ce n'est pas étonnant que Tebboune, que la révision constitutionnelle soit à l'agenda politique du président Tebboune, puisqu'il l'avait annoncé lors de sa campagne, et puis ensuite lors du discours d'investiture du 19 décembre 2019. Et là, donc, il met en application ses promesses et son discours du 19 décembre 2019. Alors, pourquoi répond-il? Donc, il répond par deux offres. Devant la difficulté à répondre, à satisfaire aux instances du Hirak, à l'instance de l'insurrection citoyenne, il répond par deux offres. La première, c'est l'élection présidentielle de 2019, du 12 décembre 2019. Je crois qu'à l'unanimité, les observateurs sur le plan international ou national admettent aujourd'hui que ça a été un échec. Un échec dans la mesure où jamais l'Algérie n'a connu un seuil aussi élevé de boycott d'une élection, comme ce fut le cas d'élection du chef d'État Tebboune le 12 décembre 2019. Donc la deuxième offre politique qu'il fait, c'est bien évidemment la révision de la Constitution. Alors cette révision de la Constitution, pour autant qu'elle mérite d'être commentée, elle est contestable au moins sur 3 points. D'abord sur la démarche, sur la méthode, ensuite le contexte, et troisièmement sur le fond, c'est-à-dire sur le texte lui-même. Alors, sur la démarche d'abord. Donc, la démarche... Alors, je reviens à vous, Tahar Khelfoun, pour nous détailler ces 3 points que vous citez. Alors, j'aimerais d'abord que nous fassions un tour de micro sur cet usage, comment dirais-je, ce clivage qui a été créé de toutes pièces entre les novembristes, comme s'il y avait des Algériens qui ne sont que pour novembre et contre le reste des événements, et le congrès de la Soumam. Cela avait commencé, il faut le dire, par des extrémistes idéologiques et identitaires qui s'étaient emparés du congrès de la Soumam un peu pour, j'allais dire, pour régionaliser l'événement. Et là, ce qui est particulièrement dangereux, c'est que le relais a été pris par le régime lui-même. Depuis le début du Hirak, d'ailleurs, rappelez-vous, quand l'étendard amazigh était brandi, pour nous tirer cette histoire de Nofambariya Badissia en opposition aux soumamistes. Brahim Younsi, de quoi vient ce grave clivage et comment faut-il y réagir? J'ai réagi, je crois. Je déplore d'ailleurs ce que vient de dire à propos de Ben Bella, notamment M. Khelfoun, M. Tahar Khelfoun. Le congrès, le CNRA du 20 au 27 août 1957, Ben Bella n'y était pas, et les 23 présents, à l'exception de Abban et de Dahiles, les autres ont voté contre les dispositions de la plateforme de la Soumam. Je crois qu'il faut parler de cette question-là avec beaucoup de sérénité et beaucoup de calme, sans accuser les uns et les autres. J'estime que les congressistes, les 6 congressistes de la Soumam ont fait leur travail, ont fait un travail. Ce qu'un congrès a fait, un autre congrès peut le défaire, et c'est cela la vie démocratique d'un pays. Et c'est ce que la révolution du 22 novembre 2019 veut imposer. Elle veut imposer la démocratie, c'est-à-dire que ce que les uns font, les autres peuvent le défaire. Les générations font des choses, d'autres générations peuvent les défaire. Et c'est cela la souveraineté du peuple dont j'ai parlé tout à l'heure. Je crois que chacun d'entre nous doit travailler de façon très sereine et doit être engagé pour imposer la souveraineté du peuple. Et le dernier mot, quelles que soient les questions qui se posent,
doit lui revenir, y compris sur les questions les plus sacrées. Et le gouvernement actuel, le pouvoir, vient par la décision qu'il a prise d'organiser un référendum le 1er novembre, de désacraliser d'une certaine manière, de profaner le 1er novembre. Le 1er novembre est sacré pour les Algériens parce que c'est l'appel pour l'insurrection, pour la révolution, pour l'indépendance de l'Algérie. Il vient de le désacraliser en organisant un référendum le 1er novembre. Et il joue effectivement, et je l'ai dit tout à l'heure, sur la manipulation des consciences. Les gens ont une conscience soumamienne, les autres peuvent avoir une conscience novembriste, comme l'on dit. Mais ces deux consciences se rejoignent depuis le 1er novembre, si tant est qu'ils étaient en guerre alors qu'ils ne l'étaient pas. C'est une question d'organisation de la société, de projet pour la société algérienne. Chacun a un projet et ces projets doivent être débattus. Et nous sommes dans le débat. Et ce que veut faire le pouvoir illégitime, c'est de nous empêcher de débattre sereinement, et nous avons les éléments du débat entre les mains. Et il ne faut pas non plus passer par les accusations, par les récusations pour mener un débat aussi important que celui qui doit être mené sur les questions politiques et sur les questions surtout idéologiques, et je l'ai dit tout à l'heure, sur les questions de référence, sur les niveaux de référence qui sont les nôtres et qui sont diverses. Chacun a son niveau de référence et chacun a ses dispositions de débat et ses niveaux de représentation également. Il faut absolument que les intellectuels comme M. Khalfoun doivent regarder l'histoire dans sa totalité, les faits politiques tels qu'ils se sont posés et se sont succédés les uns aux autres, les analyser avec beaucoup de sang-froid, sans aucun parti pris, ni personnel, ni politique, pour pouvoir débattre tout à fait sereinement. Et c'est ce que le pouvoir veut faire, c'est vouloir nous empêcher ceux qui ont fait le 22 novembre, le 22 février. Le 22 février 2019, de sortir du pacifisme et de la fraternité qui est toujours la leur d'ailleurs, à l'exception de quelques incidents, et je appelle ça des incidents qui n'ont pas pris sur l'ensemble du Hirak, comme vous dites, parisien. Ces incidents sont aujourd'hui passés et relèvent du passé pour refaire l'unité, et l'unité est en train de se refaire, y compris à Paris et dans l'espace français. Idir Onoren, sur ce clivage créé de toutes pièces, même si, comme le dit Brahim Younsi, ce sont des référentiels qui peuvent être revendiqués différemment par les uns et les autres, comment est-on parvenu d'un côté et de l'autre, il faut reconnaître, il y a des extrémistes des deux bords, ou plutôt il y a des extrémistes d'un bord et un régime de l'autre qui fait feu de tout bois et qui fait un usage très chafouin, très sournois de cette polémique qui a été créée donc de toutes pièces. Idir ? Passe dans la manipulation et dans l'instrumentalisation, il est dans son rôle. Ça aurait été anormal qu'il ne le fasse pas. C'est du côté des opposants au pouvoir que les choses doivent être clarifiées. Par rapport justement, même pas au projet sociétal, c'est pas l'enjeu, pour le moment du moins. Il me semble que viendra le moment où tous ceux qui auront à décider de l'avenir du pays, après on en parlera peut-être dans la nouvelle mouture qui, j'espère, arrivera vers un processus constituant, où nous pourrons mettre tout ce qui nous chagrine, toutes nos espérances sur la table. Et nous pourrions sortir tous ensemble, peut-être, je l'espère, retrouver une communauté de destin. Par contre, j'écoutais Brahim tout à l'heure, ou alors c'est vous qui avez suggéré la question, Monsieur Benchenouf, entre une opposition
fondamentale frontale entre la déclaration du 1er novembre et le congrès de la Soumam. Moi, je ne vois vraiment pas l'antagonisme qu'il peut y avoir entre la déclaration de novembre qui a été faite dans des conditions, et on comprend le contexte que fut les rédacteurs de la déclaration du 1er novembre. Et je l'ai dit tout à l'heure, moi, le congrès de la Soumam, il a eu le mérite de transformer une insurrection armée qui était un peu désorganisée, malgré le 20 août 55 du Shahid Zirut Youssef, en finalement une révolution parce qu'il y a eu des textes idéologiques. Maintenant, je ne sais pas si d'un point de vue statutaire, ce que disait Brahim tout à l'heure, c'est juste avoir une appréciation, parce que je n'ai pas la réponse. On parle du congrès de la Soumam, qui a donné ce qu'on peut appeler des institutions, comme le rappelait Tahar tout à l'heure, c'est-à-dire le CCO qui s'est transformé en GPRA et le CNRA. Très bien. Est-ce que dans les résolutions, le CNRA pouvait amender la plateforme? Le souci est là. Contre la réunion du CNRA, c'est le Parlement tel que l'a dit donc Tahar, et c'est effectivement ça. Est-ce qu'il avait la latitude, le pouvoir, organiquement parlant, de transformer la plateforme de la Soumam? Parce qu'il ne s'agit pas simplement du CNRA du Caire. On a eu un CNRA qui n'a pas été clôturé en 62. Il n'a pas été clôturé. Il faut que les gens comprennent. On appelait le congrès de la discorde. Mais je passe sur ça. Mais le pouvoir va utiliser, M. Benchenouf, tous les moyens nécessaires pour cliver, pour essayer de fractionner le Hirak, pour essayer de créer des troubles même intercommunautaires, il faut le dire. La Badessia Novembria, quand M. Gaïd Salah, feu Gaïd Salah, s'est exprimé, moi j'ai dit, il y a des lectures qui ont été faites, on va le dire brutalement. Le pouvoir, les corps nodales de l'époque disaient l'Algérie ne peut être qu'islamo-révolutionnaire, islamo-novembriste. On sait très bien que les ulama n'ont rejoint qu'en 57. La doctrine des ulama, c'est quoi? L'islam, le watan. La patrie vient en dernier. C'est pas la conception des Soumamiens. Ça paraît évident. Et je ne pense pas qu'au niveau de la pensée des ulama, pourtant il y avait des colonels qui étaient pro dans Chabani, il y a beaucoup de personnes et de personnalités des ulama que je respecte par ailleurs. Mais par rapport même à leur érudition, même par rapport à leur courant de pensée, je ne reviens pas à M. Ben Badis, à ses discours, ça les historiens en ont parlé, il n'est pas question de revenir là-dessus. Et moi je ne traite pas les gens qui à un moment donné, dans une séquence historique donnée, ont pris des positions données comme étant des traites. Et c'est valable pour tout le monde. Le souci est quoi? C'est que à partir du moment où on lit Badissia et Novembria, c'est à la limite j'allais dire une escroquerie intellectuelle. Pire encore, c'est un mensonge historique. Ce n'est pas possible. Donc à partir de ce moment-là, et là je rejoins tout à fait Brahim, nous devons discuter, ou les experts doivent discuter ces histoires de la révolution algérienne de manière apaisée, de manière sereine, afin que nous ne laissions pas aux futures générations des points de clivage qui pourraient hypothéquer l'avenir de notre pays. Tahar Khelfoun, je vous laisse d'abord poursuivre ce que vous nous disiez au sujet de ces 3 points que vous vouliez évoquer. Alors oui, des mots, je reviens sur la Soumam. Vous voulez, les gens, quand ils réagissent concernant la Soumam, c'est simplement parce qu'il a fait l'objet d'un ostracisme. Jamais un chef d'État ne s'est rendu de 62 jusqu'à 82 à Ifri. C'est une attitude officielle de rejet de la Soumam, de la part de Bebella, de Boundine et d'autres. Donc c'est pour cette raison que dans cette région, il y a eu des réactions. Pour dire effectivement pourquoi on sélectionne notre histoire. Pourquoi l'Algérien est-il condamné à se comporter comme un téléspectateur devant son poste de télévision? C'est-à-dire un choix de séquence. Je choisis le 1er novembre 54 et 58, mais pas 56. Non, on assume totalement l'histoire de nos pays. Pour que ce peuple fasse nation, il faut absolument qu'il s'approprie l'ensemble de son histoire dans ses zones d'ombre et de gloire. Sinon, ça sera de la censure. Le choix de séquence ne fait pas l'histoire. L'histoire, on l'assume totalement, avec les erreurs de nos aînés et avec aussi les choses qu'ils ont réalisées, elles sont extraordinaires. Il y a de quoi être fier. Du 1er novembre 54, de l'offensive de 55, du congrès de la Soumam,
de 58, etc. Alors, concernant Ben Bella, c'est pas que non, Ben Bella, il n'est pas le seul. Ben Bella disait récemment, avant sa mort, sur France Culture, et je le dis in extenso, on ne peut pas reconnaître les résolutions d'un congrès rédigées par un communiste. Il faisait allusion à Ambrose Dienne. Donc, il l'a dit, là, il l'a assumé, Ben Bella, c'est pas un secret. Il était en prison avec d'autres, mais il me disait que Khéder était contre, Boudiaf était contre. Parce qu'il y avait une propagande, il y avait. Mais c'est leur droit le plus absolu d'être contre. Mais aujourd'hui, pour faire nation, pour ne pas faire un choix de séquence dans notre histoire, quelles que soient les difficultés de l'époque, aujourd'hui, nous avons, enfin, si vous voulez, une responsabilité à tous de s'approprier l'ensemble, même si on doit effectivement être, parfois, il faut gérer ces divergences de façon tout à fait honnête. Et puis, mais Tahar, qu'est-ce qui fait que des intellectuels comme vous trois, que d'autres universitaires, d'autres historiens, abandonnent la scène à des gens qui n'ont que des réactions viscérales, qui vont chercher dans le régionalisme, qui vont chercher dans l'idéologie qu'ils s'inventent? Pourquoi les universitaires ont-ils déserté ces débats? Oui, Jamal, vous avez raison, bien évidemment. Mais il ne faut pas déserter le terrain comme celui, par exemple, de l'histoire. Il y a effectivement une histoire. Beaucoup de pans de notre pays sont falsifiés. Il y a une véritable falsification de l'histoire. On revient à la question de l'Badissia Novembria. On vient de le dire, il y a des écrits sur la question. Moi, j'ai posé la question à Ahmed sur la position des oulémas au Caire quand ils étaient au Caire. Il dit, bon, il m'a dit quand on a été voir, je crois c'est Boudiaf, ils ont envoyé voir l'arbitre ici, Boudiaf, je ne sais pas ce qu'il a vu, Ben Bella, etc. Ils leur ont répondu, on a tous payé. Ils ne voulaient pas s'associer au 1er novembre 54. Ben Badis, ce n'est pas sa préoccupation d'indépendance au pays, c'était la langue arabe, etc. C'était un réformiste. Bien évidemment, il n'a pas réformé grand-chose en vérité, parce qu'en fait, il a pris à pleine main la pensée salafiste de Mohamed Abdou Djemal Din Afrani. Les oulamas n'ont rien inventé. Ils ont repris alors Ben Badis, parfois ils s'attaquent au comité central de l'étoile nord-africaine les années 30 parce qu'ils ont épousé des Françaises. Il y a à leur tête Moussel El Hajj, qui a épousé Émilie Buscon. Il disait, pourquoi vous avez épousé des Françaises? Il n'a pas réformé en fait. Il disait, bon, la question de la langue, etc., c'est l'arabe et l'islam. Ça reste, si vous voulez, c'est très exclusif. Maintenant, aujourd'hui, il faut s'approprier le travail de Ben Badis, la réforme, etc. Il faut se l'approprier. Ben Badis, ça fait partie de l'histoire de ce pays. On n'a pas le droit de rejeter ou d'exclure. Donc, il faut être capable de s'approprier toute cette histoire très riche. Maintenant, je reviens d'un mot sur la question de la révision de la Constitution. Je crois que sur 3 points, c'est contestable. Alors, d'abord, la démarche. La démarche ne diffère en rien des procédés antérieurs de révision de la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a une règle coutumière dans notre pays qui fait que le président doit être désigné des rangs de l'institution militaire, et s'il n'est pas désigné des rangs, il faut qu'il soit coopté par la hiérarchie militaire, et une fois désigné, il va choisir un groupe d'experts, un collège d'experts, et ce collège d'experts, il sera chargé par le président désigné de rédiger un projet de constitution sur mesure pour lui. C'est ce qui s'est fait à part la constitution de 63. Évidemment, même celle-là, bien évidemment, bon, elle n'a pas duré, elle a été très éphémère. Elle a duré en tout et pour tout une vingtaine de jours. Les autres révisions, ça passait par le groupe d'experts. Une fois que le groupe d'experts a travaillé, c'est des juristes, c'est comme si la constitution ne concernait que les juristes. Et là, il l'a soumis à l'approbation du peuple ou à la ratification du peuple par voie référendaire. C'est une règle qui est établie depuis 1976. C'est depuis Boumedienne que cette règle coutumière est établie. C'est un groupe d'experts qui est chargé de rédiger le projet de constitution. Le deuxième point que je voudrais souligner concernant la méthode, il s'agit là d'une technique et d'une méthode bonapartiste d'octroi des constitutions, c'est-à-dire que le peuple est exclu. On donne et puis ensuite on invite le peuple à la ratifier par voie référendaire. Il faut mettre fin à cette méthode d'octroi des constitutions par la participation des citoyens à son élaboration. C'est-à-dire que le processus constituant est aussi important que l'acte constituant. Parce que c'est le processus constituant qui permet aux Algériens de se saisir et de s'approprier cette constitution et de la rendre effective et de la défendre.
parce que c'est leur constitution. Aujourd'hui, les Algériens, la constitution, ça ne leur parle pas, parce qu'ils n'ont pas participé à son élaboration par le biais de ses représentants. Donc là, ensuite, le deuxième point concernant l'initiative, concernant l'initiative de la révision. Même la Constitution de 63 reconnaît au Parlement le droit à l'initiative de la révision de la Constitution. Depuis 1976, la révision de la Constitution est une compétence exclusive du chef de l'État. Alors que si on regarde le Maroc, la Tunisie, la Constitution syrienne, la Constitution égyptienne, le droit d'initiative de la révision constitutionnelle appartient au Parlement et appartient au président de la République. Donc ça aussi, il faut absolument revoir. Et l'on est loin, et vraiment très loin, des constitutions qui reconnaissent le droit d'initiative populaire. Alors je citerai très rapidement le cas de la Croatie. Par un référendum populaire, on peut réviser la Constitution. D'initiative populaire, la Suisse reconnaît, la Constitution suisse reconnaît le droit à l'initiative populaire. L'Italie, vous avez la Constitution de la Californie. Donc on est loin, on est très loin de ces constitutions qui reconnaissent le droit d'initiative au peuple. Alors vous avez le deuxième point, sur lequel aussi la Constitution, elle est contestable, c'est le contexte. Alors ni le contexte sanitaire, ni l'environnement médiatique et politique ne sont aujourd'hui favorables à un débat serein et contradictoire sur ce projet de révision de la Constitution. Sur un projet aussi important qu'est la Constitution du pays. Des vagues successives d'arrestations, la censure des médias traduisent à l'évidence la volonté de verrouiller et de bâillonner la société et de verrouiller tous les champs politiques et médiatiques pour permettre un débat contradictoire et serein sur cette constitution qui est évidemment fondamentale. Après un événement aussi historique que le Hirak et qui a réussi à mobiliser la société algérienne pendant plus d'1 an, il est évident que l'on regarde de plus près une constitution qui soit véritablement conforme aux aspirations de la population. Et nous allons justement entrer dans ce sujet de l'amendement de cette constitution et du référendum qu'on nous prépare, dont vous nous dites, Tahar Khelfoun, que le peuple est appelé à ratifier par référendum donc ce projet qui lui est proposé. Nous allons essayer de parler des modes de vote, du cadre général de l'élection, comment ça se passe, qui est chargé de surveiller les élections, etc. Nous allons commencer par écouter, à 3 ou 4 reprises, M. Mohamed Charfi, président de l'autorité indépendante de préparation et de surveillance des élections. Nous allons l'écouter. Sinon, à quoi bon? Pourquoi depuis novembre 54, avoir fait la lutte de libération nationale, avoir pendant 50 ans entamé de construire l'État social, parce qu'il n'y a pas que des aspects négatifs. L'État social que nous avons construit, si ce n'est pas une rupture avec les mauvaises habitudes, avec les déviations, moi j'appelle ça des déviations, ce n'est pas dans la nature du mouvement novembriste, ce sont des déviations du mouvement. Toutes les atteintes qui ont eu lieu de quelque nature que ce soit et à quelque niveau que ce soit ne sont pas conformes à l'engagement de nos parents qui ont libéré le pays. Par conséquent, nous avons le devoir, surtout nous, génération de transition. Nous sommes la génération, nous étions les adolescents de l'indépendance. Aujourd'hui, quand à mon installation, le jeune m'avait... Je lui dis, j'espère que c'est la dernière fois où j'assiste à ce que un jeune de votre génération passe le flambeau à un homme de ma génération. Et j'espère que le mouvement que nous allons enclencher sera irréversible du passage du flambeau de la génération tampon, j'appelle ça la génération tampon de l'indépendance. Nous avons la chance d'avoir été la génération tampon, les adolescents de l'indépendance, et la remettre enfin à la génération de l'an 2000. Alors, Brahim Younsi, M. Charfi nous parle de cet État social qu'ils ont construit. Il nous parle aussi
il se décrit, lui et sa génération, comme étant la génération de transition. Brahim Younsi. Oui, la révolution revendique la transition. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'ai dit que ce qu'une génération a fait, une autre génération peut le défaire. Si vous me permettez, je reviens 2 minutes, pas même 2 minutes, à propos notamment des ulémas. Il n'échappe pas ou il n'a pas échappé, ou alors il échappe à M. Khalfoun, que Cheikh al-Bashir Ibrahimi et Cheikh al-Foudil al-Warthilani, c'est eux qui se trouvaient au Caire, et pas l'arbitre Bessi. C'est eux qui se trouvaient au Caire, ont signé un communiqué, et mon ami Iderou Nouren le sait, nous en avons parlé, un communiqué avec Ben Bella, Hussein Ahmed, Mohamed Boudiaf, Mohamed Khidr, notamment, pour la révolution, un communiqué du FLN, pour la révolution armée. Et ce communiqué existe et il est publié. Il ne s'agit que d'aller le chercher. Cela existe. Quelle année? Quelle année? En 1955, au début de l'année 1955. Le document existe. Je l'ai en arabe, je peux vous l'envoyer. Je ne l'ai pas traduit moi-même, mais il existe. Et les signatures existent. C'est au début de l'année 1955 au Caire. D'autre part, s'agissant du CCE, c'est vrai que le congrès de la Soumam, et cela est une chose importante, évidemment, a donné des institutions à la révolution algérienne, et c'était une bonne chose, évidemment. Mais 3 membres du CCE, Krim Belkacem, qui était un artisan, et l'artisan peut-être un des principaux artisans, avec Zérout Youssef du congrès de la Soumam, Ben Khebda, qui était membre du CCE, Saad Dahleb, qui était membre du CCE, et l'Arbi Ben Mehdi, hélas, était mort en août 1957, et en mars, parce qu'il est tué par Ossares en mars 1957, n'a pas pu participer et assister au CNRA du Caire du mois d'août 1957. Les 3 membres du CCE qui avaient porté la plateforme de la Soumam ont voté contre en 1957. 3 membres du CCE ont voté contre. C'est ça aussi la réalité, c'est ça aussi la totalité de l'histoire, sans que l'histoire devienne totalitaire. Voilà aussi un fait historique. On doit parler des idées et non pas des hommes. Je crois qu'on fait une fixation sur des hommes et sur certains hommes, alors que derrière les hommes, il y a toujours des idées. Toujours des idées. Et sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, donc de cette élection qui se prépare, dont on nous dit qu'elle sera sincère, comme celle du 12 décembre d'ailleurs, par ailleurs. Je ne crois pas et je n'ai jamais cru dans la sincérité des pouvoirs, quels qu'ils soient. Des pouvoirs, je ne crois pas dans leur sincérité. Même les pouvoirs démocratiques ne montrent pas de sincérité. Oui, mais Brahim Younsi, quand vous mettez tout le monde ensemble, dos à dos, en quelque sorte, est-ce que vous ne contribuez pas d'une manière ou d'une autre un peu à déculpabiliser un régime comme celui de notre pays, que vous mettez sur le même plan, que certains pays démocratiques? Non, il y a une différence. Non, il y a une différence. Il y a une différence. Les États démocratiques, on sait comment cela se passe. Il y a des parlements, il y a la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas le cas chez nous. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Oui, ce que je pourrais comprendre. Je viens de vous dire tout simplement, je n'ai aucune confiance, aucune, dans ce pouvoir illégitime. Je ne cesse de le répéter, parce que moi je suis pour le pouvoir originaire. La Constitution doit être faite par le pouvoir originaire. Je ne suis pas pour les pouvoirs dérivés. Qu'est-ce que vous entendez par pouvoir originaire?
c'est-à-dire le peuple. C'est le peuple qui doit faire la Constitution. Le peuple, à travers des représentants, à travers un processus constitutionnel qui va jusqu'à la Constituante pour se donner une nouvelle Constitution et non pas une réforme de la Constitution précédente. Nous sommes dans une nouvelle phase de la révolution. Il faut absolument que le pouvoir originaire se dote lui-même d'une révolution à travers les représentants qu'il se donnera en toute démocratie et en toute liberté. Si ce pouvoir est foncièrement illégitime, il est foncièrement illégitime. Il ne peut pas donner à la nation une constitution qu'il confectionne lui-même. Parce que ce pouvoir ne connaît et ne fait qu'une seule chose, c'est la violence que l'armée et les services de sécurité non seulement détiennent, mais qu'ils incarnent et qu'ils utilisent pour contraindre le peuple à faire ou à ne pas faire certaines choses. Je me permets de vous interrompre, Brahim Younsi, parce que nous devons faire des tours de micro un peu plus dynamiques pour essayer d'aborder plusieurs points. Donc je demanderai à mes trois invités d'essayer de synthétiser un peu. Mais nous allons encore écouter M. Mohamed Chorfi. Excusez-moi de vous infliger ces prestations. Monsieur Chorfi, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a eu cette déclaration qui a été relevée dans l'édito d'El Jaish récemment, que l'ère de la fabrication des présidents est définitivement révolue. Est-ce que c'est une garantie supplémentaire pour assurer un scrutin totalement indépendant? Monsieur Chorfi, rapidement sur la question, s'il vous plaît. Est-ce que c'est important? Non, c'est plus qu'important, puisque cet engagement de l'armée, moi je veux le décortiquer en deux. L'impact aujourd'hui et l'impact de demain. Pour moi, c'est une chance. C'est une chance que notre armée nationale populaire s'engage à ne plus s'immiscer dans la construction des présidents, comme on dit entre guillemets. C'était le cas par le passé? C'était le cas? Moi, je fais de l'analyse. C'est une déclaration de El Jaish, de l'organe qui est en quelque sorte la voix d'autres. Je me base sur ça. S'il dit que l'ère est révolue, c'est qu'elle existait. L'ère est révolue. Mais c'est pour nous, c'est un engagement pour l'avenir. Ça, c'est un pas important qu'on doit, nous, maintenant, considérer comme un acquis. Comme un acquis, sans prévaloir demain et pour l'éternité. Les gens, ils doivent prendre conscience qu'une déclaration comme celle-là, c'est une rupture qui est annoncée par notre armée nationale. Et maintenant, vous avez mis le doigt sur ce que je n'ai pas pu dire tout à l'heure. L'une des garanties maintenant, puisque vous l'avez vous-même dit, l'une des garanties qui nous assure que nous allons effectivement, en tant qu'autorité, réussir notre mission sans interférence, sans aucune pression, c'est cet engagement justement que la confection des présidents est définitivement révolue. Parce que toute pression, toute interférence sur l'indépendance de l'autorité va démentir cet engagement de l'institution militaire. Et c'est un des acquis les plus importants de la période que nous traversons. Alors, autre question. Alors, Idir Nouroun, vous avez bien entendu M. Chorfi qui prend acte d'un édito de la revue El Jaish qui déclare que l'armée déclare que l'ère de la fabrication des présidents est révolue. Cette déclaration était juste avant celle de l'élection de M. Tebboune, de l'élection entre guillemets, et nous savons tous ce qu'il en a été de cette élection, par qui M. Tebboune a été choisi, par le chef de l'armée de l'époque, M. Gaïd Saleh, et ceux qui étaient autour de lui. Idir Nouroun, je vous laisse commenter. D'abord, vous nous infligez, à travers le message que M. Chorfi donne, vraiment une punition. Je tenais à vous le dire, M. Bouch. Parallèlement à ça, l'éditorial d'El Jaish acte une chose que tout le monde connaît, que l'armée a été l'usine à fabriquer des présidents, et pas simplement des présidents, elle a été omniprésente dans l'appareil de l'État, donc ceci n'est pas nouveau.
Le problème maintenant, c'est comment peut-être élaborer dans la Constitution, peut-être que nos constitutionnalistes libres, indépendants, souverains qui aiment leur pays et qui vont aller vers le processus constituant, pourront introduire à l'intérieur des mécanismes où il y aura la subordination de l'armée au pouvoir politique. Ça, c'est par rapport à cette Constitution, que la Constitution, en règle générale, n'a pas pour but simplement de déterminer la forme de l'État, des institutions, des équilibres, assurer les équilibres des pouvoirs. Et ça devient évidemment la règle de production des normes. Mais c'est un acte fondateur pour la société. C'est un contrat, moi je dirais plus un pacte par lequel une société se définit et construit son projet sociétal. Consacre les libertés, consacre les devoirs, et surtout délimite, j'allais dire une chose à l'envers, limite les pouvoirs du président, non pas qu'il le limite dans sa présidence, dans le fait de présider, de décider, de mettre en dynamique le pays, mais limite pour pas qu'il devienne un monarque absolu. Encore une fois, moi je suis stupéfait que les sponsors de M. Tebboune et M. Tebboune lui-même fassent appel à un collège d'experts qui, je crois que le président de la commission, c'est M. Larabab, me semble-t-il, disait dans une interview, on m'a donné le périmètre, on m'a dit ce que je dois toucher, ce que je dois réformer, ce que je ne dois pas toucher. Mais c'est affolant, je veux dire, c'est affolant ce qui nous arrive. Et on ne pourra jamais avancer avec ce type de procédé. Encore une fois, M. Tebboune oublie qu'il est en train de présider, quelles que soient les conditions de sa présidence, un pays qu'il ne préside pas dans la clandestinité. Il n'y a eu aucune... Il aurait pu faire distribuer à la presse le document, la première mouture, la deuxième mouture. Ça aurait donné l'impression de faire participer de manière... Qu'est-ce que ça aurait changé, Idélono, qu'est-ce que ça aurait changé de le faire discuter par un Parlement qui n'en est pas un? Qui n'en est pas un? C'est évident, mais ça va plus loin, M. Benchenouf. Vous savez, ça va plus loin. C'est dans le sens, à chaque fois qu'il y a une réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, avant qu'il y ait le Covid, pendant que l'Assemblée travaillait, il fait avaliser son programme et ses résolutions du Conseil des ministres par une Assemblée mal élue, une Assemblée de l'argent sale, une Assemblée des cadenas. Et ça repart dans le chemin parlementaire vers le Sénat. Mais il y a beaucoup de questions qui sont posées aujourd'hui dans la Constitution. C'est-à-dire la forme de l'État. Il faut bien en discuter, ce bicaméralisme, est-ce qu'on va y rester? Les libertés, comment on va les consacrer? Les institutions, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, pour le pays, qui est en déficit démocratique, n'est pas en crise démocratique, parce que nous n'avons jamais vécu en démocratie, est-ce que les institutions telles qu'elles sont prévues aujourd'hui, l'Assemblée populaire communale, l'Assemblée populaire de Wilaya, toutes ces questions doivent être posées. C'est pour ça qu'une transition est nécessaire. Sans ça, tout ce qui est fait là maintenant nous retarde. Et comme vous l'avez dit dans votre édito, on l'a souvent dit tous ensemble ici, les indicateurs économiques sont au rouge. Il y a une crise financière, il y a une crise économique, il y a une crise de moralité, il y a une crise sanitaire. Tout ça, tous ces ingrédients concourent, sans compter la manipulation des services. On a parlé du système du système du DRS qu'on va dupliquer parce que c'est le seul qui a réussi pendant 20 ans à normaliser la société, à l'empêcher de s'épanouir, à l'empêcher de s'organiser. C'est toutes ces questions. C'est pour ça qu'il me semble, pour moi, que les politiques qui sont chargés de traduire toutes les incohérences de ce gouvernement, de ce président de la République, de cette impéritie de son gouvernement, prennent les mesures aujourd'hui, demain, après-demain, pour constituer un large front. On ne peut pas aller à des élections tant que le fichier électoral n'est pas assaini. Ce n'est pas possible. Et restez avec nous, Idélono, je me permets de vous interrompre. Avec beaucoup de plaisir, vous m'interrompez toujours. Alors, Attar Khelfoun, je vais encore infliger M. Chorfi pour un autre extrait avant de lui demander de commenter l'une et l'autre. Ah, mais c'est comme ça, hein, moi je suis sadomaso, ou plutôt plus sado que maso d'ailleurs. Alors, nous allons écouter encore une fois M. Chorfi. À titre personnel, je vous rappelle que en 89, j'avais fait une conférence où j'ai qualifié la presse de contrôle populaire indirect. Ça veut tout dire. Je l'ai reprise en tant que ministre devant l'APN. Mais est-ce que la presse
va être de ce point de vue-là ou non. M. Bouakba, qui est journaliste connu d'Al Khabar, a révélé que je l'avais approché avec 2 directeurs de rédaction pour lui demander de m'aider à lutter contre la corruption. Il a dit ça, il a dit « Aidez-nous, M. Charfi, à lutter contre la corruption dans la presse et vous aurez la lutte contre la corruption dans la justice. » Par contre, vous voyez ce que représente pour moi la presse. La presse, pour moi, c'est un prolongement du bras de la justice dans la construction d'un État. Alors, autre question. Tahar Khelfoun, M. Saad Bouakba, dont il parle, a déclaré récemment qu'il a été chassé d'Al Khabar sur pression du régime qui a offert de la publicité à Al Khabar pour lui demander de licencier, de congédier M. Saad Bouakba. Je vous laisse commenter. Oui, qu'est-ce que je peux dire, si vous voulez, dans un système où les médias ont été pratiquement verrouillés depuis l'indépendance. Il n'y a pas de liberté de presse, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de liberté de la presse. On ne peut pas lutter contre la corruption s'il n'y a pas une liberté de la presse. L'un des fondements de la lutte et l'une des conditions de la lutte contre la corruption, c'est la presse d'investigation, c'est la liberté de la presse. Donc, pour être efficace, il faut absolument que la presse fasse un travail d'investigation. Je n'ai pas de commentaires, c'est complètement décalage avec la réalité, mais je reviens d'un mot sur ce que disait Brahimi aussi concernant les ulama en 57. C'est tout à fait vrai. Le texte existe en 57, après ils ont signé. Mais la grande difficulté, c'était le 1er novembre 54. C'était un petit groupe restreint, inconnu. Ils avaient besoin d'une proclamation des ulama et d'autres pour faire connaître la déclaration du 1er novembre 54. C'était en 54 que la difficulté se posait avec beaucoup d'acuité. Et ce que je dis là, vous pouvez le vérifier, regardez la vidéo de Boudiaf, et elle existe. C'est son témoignage. Et bien d'autres chefs historiques ont témoigné qu'en 54, les ulama, et ce n'est pas grave de le dire, les ulama par la suite, ils ont rejoint. Mais simplement, le combat libérateur et la conscience nationale n'a pas été forgé par les ulama. C'était l'étoile noire africaine, c'était l'aile radicale du mouvement national, les idées de constituantes, les idées de démocratie, les idées de liberté, de droits de l'homme, etc. Et cette déclaration, Tahar Khelfoun, de la revue El Jeish, que la fabrication des présidents est révolue, juste avant qu'elle n'impose M. Tebboune à la tête de l'État. Alors, l'empreinte militaro-sécuritaire imprimée au régime à l'initiale, c'est-à-dire dès la mise en place de l'état-major général en 59-60, n'a pas varié, elle n'a pas bougé, elle est demeurée telle qu'elle. Depuis que Boumediene a envoyé Bembella au château ici en France, le château d'Aulnois, je crois, où les ministres du GPR a été emprisonnés, il avait d'abord tenté de circonvenir Boudiaf pour le porter sur des chars et des tanks et en faire de lui le premier président de la République. Boudiaf avait refusé. Et il s'est retourné sur, bien évidemment, instruction de Boumediene, sur Bembella. Et Bembella a accepté. Il a été porté par des chars, et depuis, c'est l'armée qui est faiseuse et défaiseuse de chefs d'État. Le fondement du régime algérien est militaro-sécuritaire, et cette empreinte qui a été imprimée à l'initiale, dès le début, elle n'a pas varié d'un iota jusqu'à aujourd'hui. Donc dire que l'armée cessera, ça relève du vœu, ça relève des déclarations, mais la réalité est tout autre. Il faut absolument que l'armée accepte de se retirer de la vie politique, cesse de contrôler la vie politique, pour enfin mettre en place, comme le dit le Hirak, comme le disent les gens qui ont réhabilité de façon remarquable et admirable, Dawla Madaniya, Machi Askaria. Ils précisent très bien. Dawla Madaniya, Machi Askaria. Ils ont réhabilité l'un des principes fondateurs de la Soumam, qui est la primauté du civil sur le militaire. C'est très intéressant. Et je me permets de vous interrompre, Tahar Khelfoun. Alors, nous allons recevoir notre dernier invité, Lamine Zidane. Mais avant, vous avez 1 minute chacun, mes chers amis,
pour le mot de la fin, mais c'est vraiment 1 minute parce que nous devons consacrer un peu de temps à notre ami Lamine Zidane, Brahim Younsi, en moins d'1 minute, s'il vous plaît. Très bien. Décidément, Tahar Khalfoun fait une fixation sur Ben Bella. Bon, passons. Comme dit un petit d'un petit dans le livre de Carol Lewis, à travers le miroir, le problème est de savoir qui commande. En l'occurrence, est-ce à l'armée de commander au peuple algérien ou est-ce au peuple algérien de commander à l'armée? Et ce que vient de dire Tahar Khalfoun, même si en 1957, la primauté du civil sur le militaire a été parce que le contexte de l'époque ont estimé les congressistes du Caire, la primauté du politique et sur le militaire s'impose. Elle s'impose et l'ensemble des nations, que ce soit la Grande-Bretagne ou la France, ont fait que l'armée se subordonne aux politiques et aux civils. Et je me permets de vous interrompre, c'est vraiment 1 minute chacun. Alors, Idir Nouren, je suis désolé, je n'ai pas le choix, on est vraiment tenu par un impératif. Un clin d'œil à mon ami Ibrahim, la fameuse déclaration écrite entre Cheikh Bourtilani et M. Ibrahimi et la direction du FLN de l'extérieur. Tu me la donnes, je vais aller chez mon expert traducteur berbère pour qu'il la traduise en berbère. Par contre, je voulais terminer que nous avons une chance historique en tant que peuple algérien de refaire nation, comme l'a dit si bien Tahar. Pour cela, je pense que nous devons, comme l'a dit aussi Ibrahim, je ne veux pas paraître consensuel comme ça, mais c'est vrai, pour refaire nation, il nous faut regarder notre histoire, l'assumer complètement, nous mettre en perspective, non pas pour nous, mais pour les autres générations, dans la liberté, dans le respect, avec un regard apaisé, bienveillant. C'est comme ça qu'on pourra construire le pays. Comme je l'ai eu à le dire sur votre plateau, M. Benchnouf, et j'en aurais terminé, on ne construit pas un pays sur de l'idéologie, on construit un pays, une nation, sur des valeurs de citoyenneté, de liberté et de respect. Et merci pour votre accueil. Merci. Tahar Khalfoun, en moins d'1 minute. Oui, juste des mots. Non, mais vraiment, je ne fais pas une fixation sur le blog. J'ai rencontré au demeurant, j'ai vraiment rencontré, c'est un homme très sympathique et très chaleureux. Simplement, c'est pour éviter les erreurs d'hier. Les erreurs d'hier, c'est-à-dire que comment est né ce régime, comment on a inversé les principes de la primauté consacrés en 56 par un conseil, pas un congrès 57 au Caire. C'est pas un congrès, c'est une réunion du Conseil national de la Révolution où on avait remis des militaires. Il y avait pratiquement sur les 34 les deux tiers, ils sont devenus des militaires au CNRA. Et sur les 9 à la réunion, et ce n'est pas un congrès, et je précise, ça, il n'a rien d'un congrès. Seul un congrès peut changer, en principe. Et c'est à l'intérieur du pays, pas à l'extérieur. On a vu ce qui s'est passé à Tripoli. Donc, le CNRA du Caire n'était pas mandaté, n'était pas habilité, n'avait pas le droit de modifier. C'était une réunion du CNRA. Et ça n'a rien à voir avec un congrès. Seul ce qu'a fait un congrès peut être modifié par un congrès. Et donc là, il faut revenir aux fondamentaux pour construire un régime qui soit véritablement civil, comme le réclame aujourd'hui l'écrasante majorité de la jeunesse algérienne. Je n'ai strictement rien contre Ben Bella, ni contre Boudia, ni contre personne, au contraire. C'est notre fierté. C'était de véritables révolutionnaires. C'est grâce à eux que l'Algérie a accédé à l'indépendance. Et je vous remercie. Et j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent que Tahar Khalfoun, que je connais personnellement, avec lequel j'ai des liens d'amitié dont je m'honore, est un vrai rassembleur. Tahar Khalfoun est un militant qui rassemble et je souhaite qu'il y en ait beaucoup comme lui. Et d'ailleurs, je vais profiter de cette occasion. Monsieur Benchenouf ? Oui. S'il vous plaît, juste à l'attention de mes deux amis qui sont sur le plateau. Oui. Vous savez qu'il y a eu une réunion avec la délégation du Caire. Je remets une couche. Oui. Et M. Taleb, pour changer l'appellation du FLN, pour reprendre le cours de la Révolution. Et le FLN de la délégation extérieure a refusé. Je pense que Brahim pourra nous en dire plus la prochaine fois.
Eh ben, moi, je vais profiter de cette occasion justement pour lancer une invitation à nos 3 invités. Ces sujets que vous avez abordés sont tellement passionnants, tout particulièrement parce que vous n'êtes pas d'accord, ce qui donne du peps et du sel et du poivre à la question. Donc, je vous donne rendez-vous ensemble pour une autre émission sur ces sujets et vous pourriez alors aller au fond des choses. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Je vais accueillir Lamine Zidane. Et Brahim Youssi. Merci. Alors, Lamine Zidane, représentant des travailleurs de Numilog à Alger. Numilog, c'est une société qui appartient à M. Rabrab, qui a licencié un collectif. Il a dégraissé le mammouth, comme on dit, et ça a fait des problèmes. Et M. Lamine Zidane va nous en parler. Il a souhaité s'exprimer en arabe. Lamine Zidane, en arabe dialectal, بالدارجة. Lamine Zidane, مرحبا بك, merci d'être avec nous. السلام عليكم الزول في الاول. الزول في اللاك، السلام ورحمه الله. اسكو تقدر تفهمنا واش القضيه هذه تاع نيميلوج واش صرا؟ بون القضيه نيميلوج دو بجايه ماشي الجي بجايه. ايوا نيميلوج دو بجايه. وي انا مغلطوا دوك معليش تفضل. سي بجايه. بجايه انا نيميلوج دالجي دو بجايه باردون. بجايه سي une filiale du groupe Civital. جروب سيفيتال ديال الترونسبور اي لا لوجيستيك. وي بون القضيه نتاعنا بدات دوبوي الجور وين الخدامه حبوا يديروا ان سيكسيون سانديكال. سيكسيون دي سانديكال درنا لي كارت تاع لو جي تي ا، لي كارت داديزيون لو جي تي ا. لو 11 جوان لو ريبريزونتون تاع لو جي تي ا مشى للشركه نتاعنا باش يعلمهم كونكوا لي ترافايور تاع نيميلوج حبوا يديروا اون سيكسيون سانديكال. مالوروزمون الشركه ne veut pas le recevoir. Même temps l'agent de sécurité هذاك a été sanctionné, même licencié. Le 19 et le 20 juin درنا l'élection تاع البيرو تاع la section syndicale. Ça a été le vendredi et le samedi. Donc, on a le PV à les membres de la section syndicale. Le dimanche, les membres de la section syndicale le PV au niveau de la direction, je ne veux pas le reconnaître. Après, on a fait le machakil. ولاو لي بروفوكاسيون بداو يديروا دي كيستيونال الخدامه، بداو يديروا ثاني دي ديسيزيون دافيكتاسيون. Oui. Le directeur ne veut pas reconnaître notre section. حنا واش درنا؟ مشينا لانسبكسيون ترافاي باسكو لا سيكسيون سانديكال اعترفوا بها l'inspection travail, اعترفوا بها la direction transport. حنا تابعين نديروا ترونسبور et en plus l'UGTA. ولينا نمشيو l'inspection travail, le va-et-vient l'inspection travail. واش دارت الشركه تاعنا؟ بداو يديروا دي سونكسيون. لي سونكسيون بعد كيف لا سيكسيون سانديكال دارت ان ابل باش نديروا دي سيتينغ بور ريكلامي لو كومبورتمون تاع لي ريسبونسابل تاع الشركه ديالنا. وي ابري بداو يديروا في المشاكل للخدامين. درنا ان ابل بور السيتينغ نديروه لو 29 لو 30 لو 1er juillet. Donc le 29 et le 30 juin et le 1er juillet. Le 25 بعثونا une convocation à l'inspection travail باش نديروا soi-disant une séance de réconciliation مع الشركه. Oui. Le jour même, le 29, حنا مشينا l'inspection travail. Malheureusement, les représentants de la Sharika ne جاوش l'inspection travail.
le même jour, d'arrêt des licenciements à 3 membres de la section syndicale. Oui. Après, les membres de la section syndicale, wesh darou un autre appel. Au lieu de citer, darou des grèves cycliques de 3 jours. Oui. Des grèves cycliques de 3 jours. Donc, c'était prévu le 7 et le 8 juillet. En même temps, les membres de la section راهم طالعين راهم هابطين مع l'inspection travail. Comme c'était prévu درنا la grève cyclique, donc حنا خدمنا حتى لداين le 5, le 6 c'était le premier jour de la grève cyclique. Donc درنا le 6, le 7 et le 8, le 9 c'était prévu نوليو الخدمة. Malheureusement tous les sites غلقوا لنا كاع لي سيت. الخدامه ما ولاوش الخدمه. واش دارت الشركه؟ بعثت لنا دي ديسيزيون سسبونسيون. دونك ابارتي دو 9 كاع الخدامين اون سسبونسيون. قدان خدام؟ قدان واحد؟ كنا في 196. 196 على عامين. ايوه 196 خدامه. 196 خدامه. ابري هما رفعوا قضيه ضد 3 خدامين. كوم كوا الخدامه داروا ان جراف إليغال ومام طون زعما الخدامه هذوك غلقوا لي سيت. القضيه هذيك ربحنا القضيه هذيك. ربحتوها في العداله؟ باسكو ربحناهم في العداله. ايوه. ابري زادوا ولاو كسروا شرع. دونك القضيه هذه تاع 3 الخدامين تعاود تفوت بون elle a été prolongée pour le 30 هذا le 30 août اللي تفوت. واش دارت لا سيكسيون سانديكال؟ انا ديبوزي اون بلانت العداله ثاني باش الخدامه يوليو الخدمه. القضيه هذه ثاني ربحناها بلا كروس. لا كروس دونك سي اون ديسيزيون فينال. وي سي اون ديسيزيون فينال. دونك باش نوليو الخدمه. ربحنا القضيه لو 5 اوت. لو 5 اوت والشركه ثاني رفعت الدعوه باش لتاجيل تنفيذ الحكم. دونك الشركه ما حبتش الخدامه يوليو لي بوست. دونك الخدامه ما ولاوش لي بوست باسكو داروا دعوه طلب دعوه تاجيل تنفيذ الحكم. ورانا دركا رانا في برا اليوم رانا كاع في برا. والقضيه هذيك ربحناها اليوم باسكو فاتت اليوم. زاد ربحناها. الطلب ديالهم رفضته العداله. دونك لاكروس هذيك راهي نورمالمون تتنفذ وغدوه ان شاء الله ما على بالناش واش يكون. الحصل لمين زيدان نبقاو في اتصال نزيدو نعيطوا لك باش تخبرنا واش راهو صاير. Nous allons suivre cette affaire de très près et nous allons vous donner la parole à chaque fois. Et je rappelle que les travailleurs de Numilog, filiale de Cévital appartenant à M. Rabarab, a licencié des gens et on a suspendu d'autres. Pourquoi? Pour empêcher les travailleurs de se constituer en syndicat, en section syndicale. Nous reviendrons sur cette affaire. Barakallahu fik, si Lamine Zidane, merci à Tar Khalfoun, merci à Idirou Nogan, merci à Brahim Younsi, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Qawala khair, salama.